Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour et bienvenue donc à cette autre édition de Droit de réponse sur Equinox et Télévision. Droit de réponse, c'est ce magazine dominical qui fait un zoom sur les principaux sujets qui ont retenu l'attention des confrères au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, donc, Droit de réponse se propose de s'intéresser au plan d'assistance humanitaire d'urgence lancé mercredi dernier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement. Il coûtera 12 milliards 700 millions de francs CFA. Il concernera la réhabilitation des écoles, des hôpitaux, des habitations. Ce sera également un appui à l'aide à la reprise des activités économiques dans les régions nord-ouest et du sud-ouest en proie à une crise depuis pratiquement 2 ans, la protection des personnes déplacées ou encore la reconstruction des documents d'état civil, entre autres. Si Cameroun Tribune appelle cela l'opération de solidarité de Paul Biya, Mutation, lui, parle de l'effort de guerre imposé à l'élite. Le confrère à cet effet souligne que les ministres, directeurs généraux, sénateurs, députés, maires sont appelés à cotiser en plus, bien sûr, des financements publics. La nouvelle expression, elle, considère que ce sont des nouvelles réponses de Paul Biya à la crise anglophone. Le journal du Carrefour Mobile Bonheur à Douala, dont l'a capté au cours de la conférence de presse donnée en début de semaine par le ministre de la Communication Issa Touré Bakary qui répondait au rapport 2017-2018 d'Amnesty International sur l'état des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour Info Matin, Paul Biya va au chevet des populations du nord-ouest et du sud-ouest à travers cette plateforme de 13 milliards. Ce sont les mots du confrère, une plateforme dont la vocation est d'assister les personnes déplacées. Le quotidien de jour se veut un peu plus laconique dans sa titraille du jeudi 21 juin. Le gouvernement appelle au secours dans la crise anglophone. Le gouvernement ne s'engage-t-il pas finalement là dans une aventure ambiguë, comme l'a mentionné Mutation? Le modus operandi prescrit permettra-t-il finalement d'apporter des solutions adéquates à cette crise qui dure depuis plusieurs temps? Comment sera reçue cette initiative dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie donc à cette escalade meurtrière? Ne s'agit-il pas là, comme le pense Aurore Plus, d'une autre opération foireuse de solidarité nationale? Ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit des réponses qui reçoit sur ce plateau ce dimanche, comme c'est le cas d'ailleurs, tous les dimanches. Edmond Kangia, bonjour. Bonjour Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Voilà, vous êtes journaliste et vous travaillez pour la Nouvelle Expression. Vous êtes le consultant en droit des réponses sur Equinox Télévision. Merci, c'est le cas. Merci donc d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Emmanuel Atanga. Bonjour. Oui, bonjour Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci pour votre amitié et l'honneur que vous faites à ma très modeste personne en m'invitant sur votre plateau. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour aux autres panélistes. Merci d'être venu de Yaoundé pour participer à ce débat. J'aurais bien voulu inscrire au menu de cette émission ce thème en rapport avec l'ouverture prochaine, peut-être, du procès concernant les 47 personnes qui ont été interpellées au Nigeria il y a quelque temps et qui ont été déportées entre griffes à Yaoundé en début d'année. Selon une information Equinox, eh bien, ces personnes-là ont été rencontrées par des membres du cabinet Mouna. Et il se pourrait que dès demain lundi, eh bien, qu'il y ait des échanges formels et officiels entre ces 47 personnes-là et puis leurs avocats. C'est une bonne nouvelle? Oui, vous faites bien de rappeler qu'ils ont été interpellés en territoire nigérien, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'ils ont été déportés. Donc, je suis d'accord avec vous qu'ils ont été interpellés en territoire nigérien et qu'ils sont sous le coup des crimes reconnus et prévus, réprimés par la loi de 2014, la loi sur le terrorisme au Cameroun. Et de ce fait, ils ne sont pas des prisonniers de droit commun, c'est-à-dire que ils pèsent sur eux des soupçons d'atteinte aussi à la sécurité de l'État. Il était donc de bon ton que les services spéciaux qui ont mené cette opération aussi spéciale de leur interpellation mènent d'abord les enquêtes préliminaires. Sauf que ça dure quand même depuis janvier. Oui, ça dure depuis... pratiquement aucune nouvelle de cette personne-là. Oui, ça dure depuis 6 mois. Vous avez... Le public,
le peuple camerounais, l'opinion publique nationale et internationale a bien les nouvelles de ces 47 présumés terroristes, parce que le ministre de l'administration territoriale, dans une interview accordée à la CRTV, notamment à Actualité Hebdo, avait bien précisé que ces 47 sont arrivés chétifs. Et maintenant, ils se portent bien, il y en a qui ont pris du poids. Ça veut dire que c'est de bonnes nouvelles, c'est des bonnes nouvelles pour eux et pour leur famille. Maintenant, c'est une bonne nouvelle de savoir quand même que ils auront un contact formel avec leur conseil, c'est-à-dire les avocats, à partir de lundi prochain. Et c'est une bonne nouvelle pour la suite de cette procédure qu'on attend quand même depuis 6 mois. Maître Moustapha Ngwana, bonjour. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre plateau. Je vous remercie pour l'amitié que vous me faites en m'invitant une nouvelle fois. Je suis très heureux d'être là. Bonjour également à tous vos téléspectateurs. Vous êtes conseiller juridique au SDF, le Social Democratic Front, et vous êtes également conseiller municipal, je crois, à la commune d'arrondissement de Douala 5e. En effet. Et on vous a vu dans pas mal de dossiers concernant le SDF. J'imagine que vous devez avoir peut-être un mot à dire sur le sujet sur lequel j'ai lancé Emmanuel Atangna tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle, non, d'apprendre que ces gens qui avaient disparu des écrans radars depuis pratiquement 6 mois peuvent finalement échanger avec leurs avocats. Il faut dire que c'est une bonne nouvelle en pointillé. En pointillé parce qu'il n'est pas normal que dans un État dit de droit comme le Cameroun, que des personnes fassent l'objet d'une procédure comme celle-là et que durant 6 mois, elles n'aient pas accès à leur conseil. On se demande bien quelles sont les exactions qui ont pu être perpétrées contre elles. Quoique nous espérions que le gouvernement de la République soit peut-être attaché aux règles, mais seulement ça sont les principes. Mais lorsque vous menez une procédure comme celle-là qui s'apparente un peu à un enlèvement, vous avez beaucoup de peine à croire que pendant 6 mois, ils étaient nourris au petit lait. Donc il faut bien se dire que c'est une procédure abracadabrantesque et il faudrait que de telles choses n'arrivent pas de nouveau dans notre pays. Il est important, lorsque les personnes sont accusées, lorsque les reproches leur sont faits, qu'ils puissent avoir accès à une défense efficace et que cela soit fait à temps. Les différents textes internationaux que le Cameroun a ratifiés a dit que nous font obligation de donner aux personnes qui ont été arrêtées, aux personnes qui sont détenues, de pouvoir avoir un accès serein à la justice. Parce qu'il y a quand même une absence de sérénité, aussi bien chez ces personnes, j'ai envie de dire, du côté de notre gouvernement, qu'également des familles de ces personnes-là. Parce que vous imaginez bien, lorsqu'un de vos parents, ou bien lorsqu'un citoyen est embastillé dans ces circonstances-là, et que vous, la famille, ne puissiez pas avoir accès, que les avocats et consorts, vous posez des questions sur la justesse des procédures qui sont menées, sur l'équité qui peut régner dans ces procédures-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le procès équitable suppose également non seulement que la justice soit rendue, mais qu'elle nous donne l'impression qu'elle est correctement rendue. Les anglo-saxons disent « Justice must not be done, must not only be done, it must be seen to be done ». Donc on doit avoir le sentiment que la justice est rendue. On ne doit pas seulement dire que la justice est rendue, mais il faut que dans le déroulé, on a le sentiment, l'impression que les canons ont été respectés et que les personnes qui sont poursuivies ne font pas l'objet d'exactions. Et j'ai la faiblesse de penser que la manière cavalière avec laquelle les choses se passent nous amène à douter de cet état de choses-là. En tout cas, ce n'est pas surprenant venant d'un avocat. C'est pas surprenant. Et mon Kangia, peut-être on va là-dessus. Sinon, il faut quand même préciser que Maître Akeremouna a officiellement été investi hier par un parti politique. Il portera l'étendard du FPD, c'est le Front Populaire pour le Développement, un parti qui est basé à Ngaoundéré, dans le Septentrion. C'est peut-être, pour emprunter l'expression d'un confrère, un dribble, parce que tout le monde attendait l'investiture par l'Alliance des forces progressistes de l'AFP. Oui, tout à fait. Avant de répondre à cette question, je vous ai dit un mot sur les présumés terroristes, les 47 personnes qui ont été arrêtées au Nigeria, qui sont arrivés au Cameroun et qui ont du mal à avoir accès à leur conseil.
Je voudrais dire à mon ami Emmanuel Atangana que le fait de prendre du poids n'est pas forcément un signe de bonne santé, parce que je connais des gens qui sont fortement stressés et qui prennent du poids. Il y a des gens qui prennent du poids et cela les expose à l'obésité ou alors à la surcharge pondérale. Donc il faut relativiser votre propos sur l'annonce qui a été faite qu'ils prennent du poids et qui serait arrivé chez Thibaut Cameron. Très bien traités. Très bien traités. Il ne faut pas avoir peur pour leur sécurité. Non, mais je nuance dans vos propos pour dire que ce n'est pas un signe de bonne santé. Et je peux même vous dire que le fait qu'ils ne rencontrent pas leurs proches ou leurs conseils, c'est une forme de torture morale. Et il faut faire attention avec la législation, notamment les textes nationaux et surtout internationaux que le Cameroun a signés. Au sujet de ta question. Sur la question de l'investiture. Sur l'investiture, c'était très attendu. Front populaire pour le développement. Front populaire pour le développement. J'avoue que c'est un parti qu'on ne connaît pas beaucoup. Ce n'est pas un grand parti. Ce n'est même pas un parti bien connu sur le plan national. C'est certainement un parti régional. Vous dites que c'est un parti implanté du côté de l'Adamawa. Maintenant, j'espère que Akéro Mouna s'est donné la peine de s'assurer que ce parti dispose au moins d'un conseiller municipal ou alors d'un élu. Parce que si ce parti n'a pas d'élu, d'après le code électoral, il n'aura pas la possibilité d'être candidat. Sa candidature ne sera pas retenue en définitive. Puisqu'effectivement, selon une loi adoptée à l'Assemblée nationale en mars 2012 et qui modifie les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, il faut être investi par un parti politique ayant au moins un élu. Ça c'est la première chose à noter. J'espère qu'il y a au moins un élu dans ce parti. C'est vrai, tu l'as dit, beaucoup s'attendaient à ce que ce soit l'Alliance des forces progressistes. Mais est-ce que ce parti a au moins un élu? Ça, c'est une autre question. Parce que s'il a pu ne pas aller directement au parti, j'allais dire de son frère, la fratrie n'est pas une mauvaise chose forcément en politique, ça peut être une bonne chose. Mais il semblerait que là... Une qui est visiblement mise à mal. Une fratrie qui est effectivement mise à mal. Mais je ne veux pas revenir dans le problème interne de l'AFP ou de la famille Mouna, dont la presse, ces derniers temps, publie énormément d'articles à cause des problèmes entre Akéro Mouna et sa jeune sœur, qui était membre du gouvernement, qui est du RDPC. Et on a vu la dernière sortie d'Akéro Mouna, où il répondait politiquement à sa jeune sœur pour dire que c'est une affaire manigancée par le parti que soutient mon ami Emmanuel Atangana. Donc je dois dire ici que c'est déjà un éclairci, c'est-à-dire ça permet d'avoir une clarté sur le positionnement politique d'Akéro Mouna par rapport à la présidentielle qui s'annonce et dont on attend très bientôt des grands mouvements, hein, c'est-à-dire que le ton, parce que c'est la convocation du corps électoral qui va annoncer définitivement la présidentielle. C'est vrai qu'on l'attendait depuis quelques jours, mais peut-être pour les autres élections qui vraisemblablement seront peut-être reportées. Et justement, parlant de ces élections, je voudrais profiter de cela pour vous inviter à faire également une petite virgule sur un autre sujet qui a retenu l'attention des confrères cette semaine. C'est la nouvelle expression surtout qui a cru voir un problème avec notamment Emmanuel Atangana. On s'attendait à ce que le texte de loi, le projet de loi sur la prorogation du mandat de député arrive à l'Assemblée nationale cette semaine. En tout cas, on se souvient que la semaine dernière, il y a une correspondance du président de la République adressée au président du Sénat, entre autres, et qui indiquait que, compte tenu des difficultés d'organisation matérielle des élections cette année 2018, il se proposait de demander au président du Sénat, par exemple, de consulter le bureau du Sénat en attendant bien évidemment qu'une loi à ce sujet soit introduite à la représentation nationale aux fins de prorogation du mandat des députés de la période allant d'octobre 2018 à octobre 2019. Sauf que jusqu'ici, il n'y a aucun texte à l'Assemblée nationale, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles. Pourtant, la date délai de convocation du corps électoral, c'était le 21 juin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ça ne pose aucun problème parce que la présente session dure 30 jours au Parlement, que ce soit à la chambre haute ou à la chambre basse. Donc on va attendre au moins jusqu'à la fin de cette session ordinaire. C'est vrai. Et surtout que dans cette correspondance, on indiquait que ce serait au cours de cette session. Oui, j'en viens. C'est vrai que les dispositions légales du code électoral obligeait le président de la République à convoquer le corps électoral pour le cas de
législatives au plus tard le 21 juin. Oui. C'est-à-dire il y a 2 jours. Si cela n'a pas été fait, ça veut dire que justement, il y a donc des pourparlers entre l'exécutif, le président de la République, et le Parlement. Et vous évoquez cette consultation que le président de la République aurait entamée vis-à-vis du Parlement, le Sénat notamment, et le Conseil constitutionnel avec cette lettre que vous évoquez. Tant que le Sénat, le Conseil constitutionnel n'ont pas encore réagi, on suppose que le RDPC ayant la majorité au Parlement, la Chambre basse et la Chambre haute, et les députés astreints à la discipline du parti. Et les députés, oui, justement, ils sont astreints à la discipline du parti, donc il n'y a aucun risque que le texte ne soit pas adopté. Selon vraisemblance, cette prorogation sera accordée, donc le président de la République n'a plus aucune obligation légale. Emmanuel, faisons un peu de science-fiction. Au cas où ce texte n'était pas adopté. Il ne s'agit pas de science-fiction. Il s'agit de la lecture froide des bonnes dispositions de la loi fondamentale. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est-à-dire que tous les autres cas sont à évacuer. Ça veut dire que c'est déjà un acquis pour le président de la République que le Parlement va accepter la progression du mandat des députés et que le président de la République va donc prendre un texte qui prolonge justement ce mandat. Non, il va introduire à l'Assemblée nationale il va introduire un projet de loi qui permet aux députés d'accepter. Et les députés vont accepter parce qu'ils sont majoritairement du RDPC. Maître Ouattara, est-ce que le président de la République, qu'on présente très souvent comme étant illégaliste, n'aurait pas mieux fait de s'octroyer il est légaliste, il est là. de s'octroyer une marge importante en le faisant avant ces délais du 21 juin pour justement ne pas... Vous avez vu toute la peine qu'a eu notre grand frère Emmanuel Tangana à pouvoir répondre à cette question-là. Mais je retiens déjà une chose de ce qu'il a dit, c'est que le Parlement, RDP, c'est la caisse de résonance de l'exécutif. Ce qui n'est déjà pas une très bonne chose. On retient également une hyper-présidentialisation du pouvoir au Cameroun. Lorsque vous vous rendez compte de ce que tout dépend d'un seul homme, vous avez, on a beaucoup... c'est de nature... C'est de nature à nous faire... Mais tout dépend d'une seule institution qu'on appelle le président de la République. C'est pas un individu. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît. Ok. Vous ne pouvez pas couper. Je disais donc qu'il s'agit d'une hyper-présidentialisation du pouvoir et que je ne suis pas très surpris parce que cela dénote non seulement de l'immobilisme dans lequel le Cameroun est plongé depuis 36 ans. À titre d'exemple, le cinquantenaire de la réunification devait être fêté en 2011, on l'a fait 3 ans après. Donc nous sommes déjà un peu habitués à de tels scénarios. Autre chose, il est très dangereux que dans un pays il n'y ait pas de calendrier. Qu'il n'y ait pas de calendrier, que le calendrier dépende d'un seul homme. Et c'est bien grave. Ailleurs, on sait quand est-ce que les élections se tiennent. Lorsqu'il y a eu des renvois, lorsqu'il y a eu des prolongations de mandat, il y a environ 6 ans, relativement aux députés et aux conseillers municipaux, je crois qu'il ne fallait pas être magicien pour savoir que toutes les élections allaient se retrouver en 2018. Mais comme on est dans l'improvisation permanente, on s'est dit qu'on pouvait marcher sur les Camerounais comme on est en train de le faire. Et c'est une très mauvaise chose pour une démocratie, pour un pays dit démocratique, que à la date prévue pour la convocation du corps électoral, on en soit encore à des démarches ou à des pourparlers. Si le président de la République était effectivement légaliste, comme vous avez essayé de le présenter et comme l'a martelé monsieur Maya Tangana, aujourd'hui, nous aurions déjà le texte. Le texte est déjà promulgué. Je ne parle pas du texte, je ne parle pas des pourparlers. On aurait déjà le texte avec nous qui consacre la prolongation des différents mandats. Mais malheureusement, vous constatez qu'on en est encore au parlementarisme et les couloirs. Et que le Parlement, on a déjà la certitude que le Parlement qui est censé contrôler l'action gouvernementale va dire oui, monsieur le président Dieu, parce qu'il a le complexe de Dieu, parce qu'il faut le dire, il a atteint du complexe de Dieu, et monsieur le président va présenter son texte, quel que soit le moment, il va passer. Bon, donc, ça c'est la pratique, mais sur le plan légal, il n'y a pas de problème, puisque le mandat des députés, en réalité, s'achève en octobre 2018. Je vous ai bel et bien fait noter que
la possibilité de prorogation n'est pas interdite. D'accord. Donc je n'essaye pas de dire le contraire. Je ne veux pas réinventer. Je ne veux pas réécrire les textes. Mais seulement, il faudrait que nous soyons conséquents. Les choses sont encadrées dans un délai bien précis. Aller au-delà des délais, j'ai envie de dire que le Parlement se retrouve même aujourd'hui à ce que nous appelons les juristes incompétence ratione temporis. Parce qu'en réalité, vous êtes déjà aujourd'hui au-delà du délai qui vous était prévu pour poser les actes. Donc les choses ne doivent pas se passer aussi facilement. Il faudrait que le président de la République, le président de tous les Camerounais, quoique moi je sois militant du SDF, c'est également le président de notre République, qu'il ait un peu de respect, un peu de tenue pour le peuple que nous sommes. Donc les choses doivent être faites à sa seule volonté. C'est ce que je voulais dire sur la question. Très bien. Je vous propose, messieurs, de rentrer dans le vif du sujet. Le sujet principal annoncé à l'entame de cette émission, c'est un rapport avec le plan d'assistance humanitaire d'urgence lancé cette semaine par le Premier ministre chef du gouvernement. C'était à Yaoundé, au cours donc de cette cérémonie. Eh bien, on a appris qu'on devra mobiliser, selon le budget prévisionnel, 12 milliards 700 millions de francs CFA sur une période de pratiquement 18 mois. Il sera question donc de reconstruire un certain nombre d'infrastructures. Emmanuel Tangana, c'est vrai que le Premier ministre, dans l'exposé des motifs entre griffes, a indiqué les raisons pour lesquelles effectivement ce plan était annoncé, mais qu'est-ce qui peut justifier ce timing de façon précise? Est-ce que c'est cette extension de la folie meurtrière des mouvements sécessionnistes en dehors des zones habituelles, parce qu'on sait que jusqu'ici c'était circonscrit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis quelque temps, si on s'en tient par exemple au journal de Mutation de la semaine dernière qui parlait de la ville de Mbanga dans la région du littoral qui est déjà également ciblée par les attaques sécessionnistes. On se souvient également que la Nouvelle Expression, dans son édition du lundi 18 juin, signalait 2 cas de personnes, un sexagénaire et un jeune, tués à Fongo-Tongo, dans le département Laménois, dans la région de l'Ouest Cameroun. Est-ce que c'est cette extension des violences qui peut justifier le timing actuel de ce plan d'assistance humanitaire? Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de m'incliner devant la mémoire de cette centaine de Camerounais civils et militaires qui ont trouvé la mort dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, d'exprimer également ma sympathie très émue à leurs familles qui sont endeuillées. Maintenant, par rapport à votre question, c'est pas ce que vous appelez timing. Vous savez que ce plan humanitaire d'urgence, décidé par la volonté du président de la République, est l'émanation d'une étude préalable. Les cas que vous évoquez sont très récents, alors que le président de la République a envoyé sur le terrain une équipe pour faire le bilan macabre qu'a évoqué le Premier ministre chef du gouvernement lors de la cérémonie de lancement de ce plan humanitaire d'urgence. Donc vous comprenez que ce n'est pas mercredi que ce plan a été décidé. Il y a eu des études au préalable. Non, il n'y a pas de votre point de vue de lien entre l'extension hors de foyer habituel. Il n'y a pas de lien possible entre le lancement de ce plan et ce que vous appelez extension. Il y a eu des cas isolés, notamment ici dans le littoral, dans le département du Mungo, notamment à Mbanga. Le président de la République a mis des équipes sur le terrain pour lui dresser un rapport exhaustif de ce qui se passe dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est après ce rapport qui était quand même assez macabre que le chef de l'État a décidé donc de mettre en route ce plan d'urgence humanitaire qui va durer, comme vous l'avez dit. C'est donc le caractère catastrophique de ce rapport qui amène le président de la République à lancer. Oui, il faut le dire parce que quand vous lisez ce rapport, il y a quand même 74 personnes déplacées. 74 000. 74 000 personnes déplacées.
84 personnes civiles et militaires tuées. Donc c'est un bilan vraiment macabre. C'est tout ça qui a décidé le président de la République de voler au secours des populations qui sont en détresse. Edmond Kamga, est-ce que cela signifie donc que le président de la République, jusqu'ici, n'avait pas la pleine mesure de la situation? Parce que lorsqu'on écoute Emmanuel Tangana, c'est que c'est ce rapport qui vient du terrain qui aurait amené le président de la République à lancer ce plan. Est-ce que cela veut dire donc que les informations collectées jusqu'ici n'étaient pas arrivées au président de la République pour qu'il ne prenne pas cette mesure? Non, avant que Edmond ne réponde, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le président de la République a envoyé sur le terrain des équipes qui ont collecté des informations. Ça veut pas Lesquelles dire, informations peuvent justifier? Écoutez, ça ne veut pas dire que jusqu'ici, le président de la République n'était pas au courant. Cette histoire a quand même commencé depuis le 16 novembre 2016. Ça fait 2 ans. Vous ne pouvez pas dire que depuis 2 ans, le chef de l'État n'a pas de rapport. C'est l'ensemble de tous ces rapports, depuis le déclenchement de ces revendications qui étaient d'abord d'ordre catégoriel, corporatiste et sectoriel, jusqu'à ce jour, du moins jusqu'à mercredi dernier. Et quand on dit mercredi dernier, c'est pas le même mercredi que le rapport a été dressé. Le Premier ministre chef du gouvernement a attendu peut-être un jour où il est moins pris par ses obligations gouvernementales pour faire cette déclaration. C'est pas Qu'est-ce qui, de votre point de vue, justifie le timing donc Non, il faut situer les choses dans leur contexte. Et le contexte, en ce moment, sur le plan international, en relation avec l'État du Cameroun, c'est que la question des réfugiés camerounais et la question des déplacés internes préoccupe non seulement l'État du Cameroun, mais préoccupe les pays amis du Cameroun et notamment le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut dire, dans les débats les plus récents à l'ONU, notamment si je m'en tiens à ce que j'ai écouté de l'ambassadeur, de madame l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui pose constamment la question de la situation des populations qui vivent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, m'amène à penser qu'il y a eu, il ne faut pas se le cacher, la pression internationale sur le Cameroun par rapport à la crise anglophone. Et c'est au terme de cette pression-là que le chef de l'État se rend compte qu'il faut qu'il fasse un geste fort qui montre qu'il n'est pas totalement indifférent à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je le dis quand je parle du contexte international, je pense également au contexte local. N'oubliez pas qu'il y a, depuis quelque temps, il y a un parti, notamment le principal parti de l'opposition, le SDF, à travers son chairman, qui a entrepris de faire un voyage au Nigeria avec toute une délégation, mais qui a du mal à obtenir un visa. Et curieusement, c'est à ce moment précis que le gouvernement lance sa mission, son plan d'assistance humanitaire pour venir en aide aux réfugiés et aux déplacés internes. Donc il faut lier les deux, c'est-à-dire le contexte sociopolitique local et la pression internationale pour comprendre la réaction du chef de l'État sur la question précise. Mais je voudrais ici dire, il faut le souligner, c'est très important, que le plan d'assistance humanitaire d'urgence survienne dans le contexte actuel, sous la forme que tout le monde connaît, suscite des interrogations. Je dis suscite des interrogations parce qu'au niveau de la forme même, cela pose problème. Commençons par la forme. Lorsque le président de la République, parce lorsqu'on parcourt les journaux, il y a par exemple Le Jour qui parle d'un appel au secours, Mutation parle d'effort de guerre, Cameroun Tribune parle de la solidarité nationale, la Nouvelle Expression parle des nouvelles solutions de Paul Biya par rapport à la crise anglophone, mais le nom définitif arrêté, si on peut le dire par le gouvernement, c'est le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Vous voyez donc que chacun s'approprie le problème ou la solution, entre guillemets, en tenant compte non seulement de sa ligne éditoriale, mais de sa façon d'interpréter, de comprendre ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-est. Et je dois dire ici, et ça parce que je l'ai lu également dans les journaux, certains journaux privés comme les journaux d'État, les médias d'État, ont différemment interprété la désignation
du ministre chargé de l'administration territoriale, à Tangandji, dans cette affaire, et à côté de le jeune Bélan Béla qui est le MINREX. Je dois dire ici, j'apporte une précision de taille, parce que dans l'interprétation, dans les analyses, dans certains journaux que je ne vais pas citer, beaucoup ont donné l'impression que le chef de l'État a désigné à Tangandji pour provoquer, je ne sais pas, pour provoquer les populations anglophones. Je dois dire ici qu'il faut dissiper un malentendu. Non, moi j'explique, hein, c'est-à-dire j'apporte une interprétation politique, mais également sous l'angle de la gouvernance. Parce que quand on parle de gouvernance, on parle d'institution. Tangandji n'a pas été désigné institut personnel, il a été désigné escalité, c'est-à-dire en tant que MINAT. C'est l'institution qui s'occupe des déplacés internes, à travers notamment la direction de la protection civile. C'est sa mission d'assister les sinistrés, c'est sa mission d'assister les victimes et les catastrophes. Donc c'est le MINAT qui est interpellé. C'est le MINAT, c'est donc Tangandji intervient en tant que MINAT parce que l'institution est concernée par la question des déplacés internes. Le jeune Bélan Béla intervient en ce qui concerne les déplacés externes, qu'on appelle clairement, vulgairement, les réfugiés. Donc voilà pourquoi le MINAT et le MIRES sont associés dans cette entreprise d'apporter un soutien aux déplacés internes et aux déplacés externes que sont les réfugiés. Ça, c'est une précision de taille pour lever un malentendu sur la façon dont un certain nombre de journalistes ont traité ce type d'informations. Maître Ngouala, j'interrogeais Edmond davantage sur la forme. C'est vrai qu'il allait un peu plus loin sur le mode opératoire, notamment le casting qui est fait. Sur la forme, est-ce que ça vous pose pas un problème? Je veux dire déjà la désignation, mais on parle d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence. On a lu l'analyse d'un confrère qui indiquait que, de son point de vue, il ne comprend pas pourquoi on peut parler de l'assistance humanitaire d'un État envers ses populations. Et que l'action humanitaire, davantage, a un caractère international. En effet, je voulais déjà dire que je voulais dire que sur la désignation déjà sur la désignation de cette activité-là, il y a effectivement un problème qui se pose parce que le droit, quand on parle de plan d'usage humanitaire, ça renvoie un peu au droit international humanitaire. Donc la question qui se pose très souvent, c'est de savoir est-ce que l'État est censé faire de l'humanitaire pour ces populations. L'humanitaire, l'État doit apporter à ces populations, et j'ai également lu l'article en question, l'État doit apporter le développement à ces populations et non l'humanitaire. L'humanitaire, ça relève un peu d'une situation catastrophique de l'aumône qu'on fait aux gens en dehors de son territoire. L'État du Cameroun n'est pas censé faire de l'humanitaire pour les populations camerounaises. Ce qu'il leur apporte, il leur apporte le développement, il apporte l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien. Il ne lui appartient pas de venir faire une espèce de monde, parce que quand vous voyez tout ça, ça renvoie un peu à une forme de monde qui est faite aux populations de ces régions-là. Or, elles sont en droit d'attendre, comme je le disais tout à l'heure, du développement de nos dirigeants. Donc, sur le plan de la forme, je pense que la dénomination de ce plan d'urgence-là me pose un problème. Maintenant, sur l'esprit même de l'initiative, lorsqu'on a écouté le Premier ministre dans le contexte de la justification, il parle de 120 cas d'incendie d'écoles, il parle des responsables d'établissements scolaires qui ont été enlevés et tués, il parle des étrangers qui travaillent sur un certain nombre de chantiers qui ont été enlevés et assassinés. À la date du 11 juin, selon le bilan que le Premier ministre a dressé, il y a eu 123 attaques qui ont été perpétrées. Il y a 84 morts parmi les forces de défense et de sécurité. Lorsqu'on prend le cas de l'enlèvement et de l'assassinat d'un certain nombre de responsables administratifs, et ainsi de suite, est-ce que tout cela ne peut pas justement décider un gouvernement à lancer une opération comme celle-là? Sur l'esprit, est-ce qu'au moins on peut se mettre d'accord? Voyez-vous, moi je pense que gouverner, c'est également avoir une certaine capacité d'anticipation. Il faut pouvoir anticiper. Vous et moi, nous convenons que depuis 1961, tous les 1er octobre, il y avait quelques agitateurs. Il y avait quelques personnes qui s'agitaient, on les arrêtait et on les relâchait le soir, c'était le cas. Et jusqu'à une époque encore très récente, la grande majorité de la population anglophone était complètement opposée aux sécessionnistes. Ils étaient des marginaux. Aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir ce qui a pu générer cette forme d'impression que nous avons tous de soutien si ce n'est tacite ou si ce n'est tacite au moins ou bien explicite
qu'on apporte aujourd'hui, qu'on a le sentiment que les populations apportent sécessionnistes. C'est ce qui justifie, c'est ce qui semble justifier les exactions qui sont parfois reprochées à nos forces de l'ordre. On les accuse, les populations les accusent de brûler les maisons et consorts. Vous comprenez? Moi, je pense que ce qu'on aurait dû, dans l'analyse de la situation, je pense que le gouvernement ne devait pas être dans la réaction. Le gouvernement devait être dans l'anticipation. Et si on avait anticipé, je suis de ceux qui pensent qu'il fallait que la situation était anticipable. Et je l'ai dit dernièrement sur ce même plateau, qu'il faut absolument que des solutions soient trouvées avant le 1er octobre 2018. Je ne suis pas sûr que l'année dernière, ils sont entrés dans les rues, ils n'avaient pas d'armes, mais aujourd'hui, ils ont les armes. C'est fort regrettable, je ne suis pas sécessionniste, le SDM n'est pas un parti sécessionniste. Il faut que cela soit dit. Nous sommes fédéralistes. Et j'ai le sentiment que les réponses qui sont apportées, les réponses qui sont proposées, ne correspondent pas aux desiderata des populations en question. Vous parlez de forme. La commission Moussongué a fait un travail. Au terme du travail en question, il y a des pistes de solutions qui ont été envisagées, au nombre desquelles les discussions sur le fédéralisme. J'ai également suivi le ministre, je crois que le ministre Famine Donga également évoqué la possibilité de pouvoir faire des discussions sur la question. Mais vous voyez, au lieu de pouvoir trouver la chimiothérapie nécessaire au cancer qui s'est métastasé, on utilise plutôt une espèce de placebo, on utilise une espèce de paracétamol pour pouvoir répondre à un problème qui n'est pas. De mon point de vue, les solutions qui sont aujourd'hui proposées ne correspondent pas à ce qui est attendu par l'immense majorité des Camerounais. Et il a fait tout à l'heure état des rapports qui ont été faits sur le terrain. Mais qu'est-ce que ces rapports disent? Est-ce que dans les rapports en question, on a demandé de créer ce comité ad hoc qui nous amène dans ce qu'on appelle en sciences administratives les encommissionnements, parce que c'est une spécialité camerounaise, où chaque fois on crée des commissions pour noyer le poisson et on n'en sort pas. Et aucune solution n'est proposée de manière effective. Alors, on va analyser le mode opératoire tout à l'heure avec notamment les mécanismes qui peuvent être mis en place pour que cette opération de collecte soit meilleure. J'introduis sur ce plateau Charles Lisan, bonjour. Bonjour Duval. Bonjour, et merci de venir sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes président du bureau de la section OJRDPC Douala 2. Oui, alors je vous accueille à chaud sur cette question-là. Il y a, en revenant sur l'analyse que faisait tout à l'heure Maître Moustapha Ngwana du SDF, une analyse qui rejoint un peu celle de Raoul Soumo Tayou, qui a été interrogé par Mutation cette semaine. Il semblait justement indiquer que là, on a le sentiment qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Et qu'à la place d'une vraie thérapie pour répondre à la crise anglophone, on est plutôt en train de soigner les symptômes. Et sur l'analyse et sur les arguments qu'il a développés, il indique par exemple qu'au moment où on parle de mobiliser les fonds pour construire les écoles et les hôpitaux, il trouve que c'est mettre la charrue avant les bœufs, parce que pendant que on est en train de construire, pendant qu'on va mobiliser de l'argent pour construire les hôpitaux, on est encore en train de détruire ces écoles. Est-ce qu'il ne fallait pas régler définitivement d'abord la crise et par la suite donc engager cette opération de reconstruction? Ça soit autour d'une table. Je voudrais d'abord dire, Duval, bonjour à tous les autres coopératifs. Je m'excuse tout d'abord du retard. Je voudrais dire ici que c'est la section OJ qui parle. Donc je ne vais pas faire dans la langue de bois, je suis du RDPC. Et comme je le dis souvent, dans l'ordre de vos nombreuses invitations, c'est nous, les hommes politiques, qui sommes la gangrène de ce pays. Qu'on soit de notre bord ou de l'autre bord, parce qu'on en arrive à gérer une situation humanitaire qui concerne le pays par des ambitions politiques. C'est là où on va justement, on doit au mur. Le SDF trouve qu'on est en train de ne pas apporter les solutions appropriées. Le SDF a les 7 sénateurs du Nord-Ouest. Le SDF est candidat à l'élection présidentielle. Le SDF a le meilleur programme politique. Eh bien, ils auront le pouvoir, ils vont donc régler ce problème. Bon, maintenant, ce qui concerne le RDPC qui est au pouvoir, je voudrais dire que la réponse humanitaire est appropriée. Dans tous les cas de crise dans le monde, il y a d'abord l'aspect humanitaire qui vient avant. Il s'agit ici de prendre en charge les populations déplacées à l'intérieur et les populations déplacées à Ils sont pratiquement 75 000. Tout à fait. Et puis 21 000 réfugiés au Nigeria. Est-ce que le chef de l'État
pas d'abord penser à s'asseoir avec des gens qui n'ont que pour seule ambition de diviser le pays, partitionner le pays, au lieu de venir à la rescousse des populations qui se sont déplacées. Ça, c'est la question qui pose. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'analyse de Raoul Sumo? Parce que ça paraît avoir du sens. Il dit que, parce que certains ont utilisé l'expression plan Marshall pour faire allusion à ce programme de reconstruction mis en place en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe. Et il indique que ce plan Marshall est arrivé quand même 2 ans après la fin de la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas pendant que la guerre se déroule qu'on construit. Mais Duval, il y a d'abord eu d'un côté une volonté manifeste des partis belligérants de cesser le feu. Il y a eu d'un côté la volonté manifeste des deux partis d'arrêter les massacres et de s'asseoir et de penser à l'avenir en reconstruisant l'Europe. C'est où les États-Unis viennent en rescousse en proposant de l'argent à travers le plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Il faut donc de ce côté que les deux partis en présence aient la volonté manifeste de déposer les armes et de penser au Cameroun. Mais d'un côté, on a des gens qui sont arc-boutés sur leurs décisions, qui veulent à tout prix la sécession. C'est là le problème, Duval. Oui, mais sur la commission Moussongué, la commission Moussongué a rendu un rapport dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. Par exemple, la question de l'institution du fédéralisme. Duval, est-ce que le fédéralisme viendra du... Est-ce que les gars là vous ont demandé qui veut le fédéralisme? Vous avez entendu le mot fédéralisme dans l'histoire? Il y a l'impression qu'on se trompe. Ils disent qu'ils veulent la sécession, ils veulent un État à eux là-bas. Ils ne veulent pas... C'est la Banzonie, ce n'est pas le Cameroun. Ils veulent un État, ce n'est pas le fédéralisme. Vous mettez au fédéralisme, ils vont continuer. Ils veulent un État à tout prix, à eux, leur monnaie, leur passeport, leur devise, leur drapeau. On n'est plus à ce niveau, Duval. Alors, on n'est plus à ce niveau. Je vous en prie. Non, vous permettez. Non, Edmond d'abord, s'il vous plaît. Edmond a eu la parole. Edmond va parler, et puis je vous donne la parole. Edmond, tout à l'heure, il y a la question du casting que vous avez semblé évoquer tout à l'heure en justifiant le fait qu'Atan Gandhi, patron du MINAT, avait qualité justement d'être désigné comme président du comité ad hoc pour apporter, je vais vous piloter ce projet-là. Mais à côté, il y a un autre problème qui se pose. On a parlé tout à l'heure de mutation qui a interrogé Raoul Sumo. Il y a d'autres aussi qui estiment, par exemple, qu'on aurait dû d'abord ouvrir le dialogue, discuter, cesser le feu et après reconstruire. Est-ce que ce n'est pas la meilleure démarche dans cette affaire? Je partage entièrement cette démarche. C'était la meilleure option. C'est-à-dire cesser le feu, ouvrir le dialogue à travers une table de discussion et permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Et au terme de ce dialogue-là, des résolutions sont prises, parmi lesquelles des résolutions sur le plan humanitaire. Et alors, le plan d'assistance humanitaire d'urgence aurait toute sa place. C'était la meilleure formule, c'était la meilleure option. Malheureusement, et ça je partage également ceux qui l'ont dit, on a mis la charrue avant les bœufs. Je partage également l'avis du quotidien qui a dit que c'est une aventure, une sorte d'aventure ambiguë. C'est la mutation. Mutation, c'est une sorte d'aventure ambiguë. Parce qu'on ne va pas s'en sortir ainsi. Effectivement, comme certains le pensent, on ne peut pas en même temps réunir de l'argent pour l'alimentation, le logement, la reconstruction pendant la guerre. Parce que tout ce que l'on aura réuni n'aura presque servi à rien. Puisque les bâtiments qu'on va reconstruire, pour le logement, comme pour les institutions publiques, notamment les centres d'état civil qui ont été détruits, mais vont encore être détruits. Parce que justement, on n'a pas associé ceux-là qui l'ont détruit à la discussion qu'ils attendent depuis si longtemps. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'on a effectivement mis la charrue avant le bœuf et qu'il n'est pas encore tard pour faire amende honorable. C'est-à-dire l'argent qui est en train d'être récolté, oui, récoltez-le, mais il n'est pas encore temps d'envisager la possibilité de reconstruire ou de construire ou de reconstruire sans le dialogue. Le dialogue doit être préalable dans tous les conflits dans le monde. Citez-moi un seul conflit où on a commencé par l'humanitaire avant le dialogue. La guerre des FARC. Non, ça n'existe pas. La guerre en Corse. Oui, oui. La Catalogne. La Catalogne. La Basque. Je vous donne des exemples. Emmanuel Abangana, sur la question... Comparaison n'est pas raison. Sur la question du mode opératoire, il y a le journal Le Jour, par exemple, qui, à sa une, a indiqué que chaque fonctionnaire cotisera 50 000 francs CFA. Est-ce qu'une opération dite de solidarité nationale doit avoir un caractère contraignant? Permettez-moi d'abord de réagir sur les propos bien analysés de mon ami Edmond Kamgia et
le meeting politique de mon ami maître du SDF. Sur la pression internationale, mon ami Edmond Kamga, le président de la République du Cameroun, pour le moment c'est Paul Biya, qui est notre président, nous tous, n'a jamais agi sous la pression. Et de deux, quand une situation humanitaire se pose, il y a deux options. Soit l'État dans lequel se déroule cette situation humanitaire fait appel à la communauté internationale, ce n'est pas le cas du Cameroun, ou alors la communauté internationale prend une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour imposer justement l'aide humanitaire, ou bien ce que vous appelez déposer les armes. On dépose les armes avec qui, contre qui? Sur la question de l'humanitaire qui vient avant la fin de la guerre, mettre entre nous. Donc on doit laisser les populations qui meurent, qui sont en souffrance, qui sont en errance, en le Cameroun, le Nigeria, mourir pour dialoguer avec qui? Je suis d'accord. Le gouvernement de la République a mis en exergue toutes ces bonnes dispositions pour dialoguer avec nos amis sécessionnistes. En arrêtant Agbobala, il est où? Il n'est pas libre. Il est libre. Il est libre après combien de temps? Il est libre. Oui, Agbobala est libre. Vous êtes responsable de l'escalade. Maître, tout à l'heure. Vous êtes responsable de l'escalade. Tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Vous l'avez fait. Je ne vous ai pas interrompu. Vous l'avez fait et j'essaie de vous ressembler. Vous avez fait votre meeting politique tout à l'heure. Je ne vous ai pas interrompu. Nous sommes dans un programme de télévision de débat. Ce n'est pas un meeting politique. Allez-y, Aminata. Donc, le gouvernement de la République est resté dans l'option de dialoguer. D'accord, ça c'est bien compris. Oui. Maintenant, sur le caractère contraignant de cette aide-là, il n'est pas contraignant. On n'a pas imposé aux fonctionnaires. Dans cette information du côté le jour n'est pas correcte. C'est une mauvaise information. C'est même la désinformation. Pourquoi? Parce que toutes les élites, ça sera le cas mardi prochain, dans la région dont je suis originaire, du Sud, le professeur Jacques Famine-Dongo a convoqué une réunion au cours de laquelle les élites de bonne volonté, c'est la bonne volonté, c'est l'élan du cœur. Alors, le jour s'est trompé, non, Mutation aussi s'est trompé. Ils se sont trompés. Puisque même Mutation a donné à peu près la même information. Il y a des montants minimums qui ont été arrêtés. On a demandé au ministre de cotiser 2 millions de francs. On n'a jamais forcé, on n'a jamais demander à un fonctionnaire de... Oui, mais est-ce que ces indications-là ne sont pas des, je veux dire, des obligations masquées? Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Si votre cœur parle, si votre cœur est patriote, si votre cœur est généreux, vous pouvez même... Il y a des fonctionnaires... Il est possible donc qu'un ministre a demandé 2 millions de francs CFA ne puisse pas donner ces 2 millions. Pendant la cérémonie présidée par le Premier ministre, j'ai dit, vous dites qu'on a imposé 50 000 francs aux fonctionnaires. Vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui ont donné plus de 50 000. C'est pour vous dire que ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. C'est un élan de générosité. On fait appel à l'élan de cœur des Camerounais, au patriotisme des Camerounais, tout simplement. Alors, maître, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Je veux dire, lorsqu'on regarde le casting, je prends le cas de la Nouvelle Expression, cette semaine, qui a écrit le Nord-Ouest, Sud-Ouest, Paul Biya impose à Tangandi. Impose à Tangandi aux anglophones. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a peut-être encore là un problème de casting. Parce que ce problème de casting s'est toujours posé depuis le début de la crise. On a eu le sentiment que les gens qui ont été désignés pour aller sur le terrain, discuter avec les populations, collecter les informations et proposer des solutions appropriées n'étaient pas les meilleurs. Et très souvent, on a évoqué le cas de ceux à Tangandi qui, une fois de plus, va être au devant de la scène dans la gestion de ce projet. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de retomber dans les mêmes travers, même si Edmond Assemblée indiquait tout à l'heure que c'est ex-qualité qu'il a été désigné? Ne m'est pas adressé vraiment Duval, c'est une vous voyez qu'il m'interrompt une fois de plus. Non, c'est une très mauvaise question. Monsieur Atangandi est ministre laté. Il est chargé de la protection civile. Il existe dans son département ministériel, ce qu'Edmond a indiqué, une direction de la protection civile. C'est à ce titre-là qu'il a été désigné pour coordonner cette activité. On a quand même parce qu'il est du Nord. On a quand même vu, par exemple, Emmanuel, on a également vu dans le cadre de la crise. Je ne suis pas toujours d'accord avec Edmond, mais cette fois-ci, non.
Je vous en prie. Maître Moana. Non, j'ai envie de... Il gère la protection civile, c'est à ce titre-là. Vous n'êtes l'objectif. On aurait pu, si c'était encore René Sadi, on aurait pu confier ça à René Sadi, au moment où il gérait l'AT. Vous n'êtes l'objecteur de conscience de personne sur ce plateau. Il faut que cela soit dit. Et cette crise est une crise sui generis. C'est une crise d'un genre bien particulier. Elle doit être résolue de manière politique. Et je pense que si politiquement des personnes sont rejetées, ce n'est pas parce qu'elles sont membres du gouvernement qu'on doit nécessairement faire avec elles. Je vous en prie. Quand on parle d'imposition... C'est vous qui le rejetez. Hein? Oui, d'accord, c'est nous qui le rejetons. Il est président de la session Mes Amis, il a été élu. Oui, d'accord. Il est président de la session Mes Amis. Pas des anglophones du Nord-Ouest. Il a été élu par les anglophones du Nord-Ouest. Vous voyez, ils ont l'habitude de couper les gens à tous les points. Non, excusez-moi. Justement, parce que vous êtes excusez-moi, dans un maître, je m'excuse. Maître, c'est pas un meeting. Maître, je m'excuse. On parle d'un sujet concret, mais vous... Je voudrais mettre la vraie... Je vais continuer. Je continue en disant que il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous avons un logiciel de personnalités nationales sur lesquelles on peut compter, qui on ne peut plus réduire. Je dis, il y a des personnes qui ont contribué à l'escalade. Il ne faudrait pas que nous fassions la langue de bois. Aujourd'hui, on place le ministre Atangandji à la tête de ce comité ad hoc. Mais ce monsieur vous a dit au début de cette crise qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Il a dit à Mondo Vision, tout le monde est au courant. N'était-il pas séant que dans le cadre d'une résolution véritable de la crise en question, que sous un prisme purement politique, qu'on puisse désigner d'autres personnes? Pourquoi ce ne sont pas les seuls Camerounais qui existent? Il y a lui, il y a le ministre de la Justice, tout le monde le sait. Ils ont tenu des propos outrageants au début de cette crise, qui ont également contribué à l'escalade. Tout à l'heure, on a parlé de la solidarité. L'élan de cœur doit être spontané. Ça doit être une manifestation, ça doit être une manifestation émotionnelle, humaine. On doit avoir envie de contribuer. Comme moi, j'ai contribué au sein du SDF. Je l'ai fait, nous sommes réunis ici en janvier. J'ai contribué. Et nous avons acheté les denrées, nous l'avons fait de manière humaine. Et maintenant qu'on essaye pas de... Vous êtes réunis, donc c'était pas spontané. C'était pas spontané. Nous avions une réunion. Vous êtes réunis. Nous avons une réunion au cours de la réunion. Mais c'était pas spontané. Le don est spontané. Le don est spontané, je vous en prie. Il y a le sentiment que vous avez un problème à laisser parler les autres. À laisser parler les autres. Il y avait un problème parce que M. Atangandji est la bête noire de M. Fundi, non seulement dans la Mézam, mais aussi dans toute la région. Il n'a jamais eu le mandat populaire. C'est un homme politique fabriqué. Il n'a jamais eu le mandat populaire. Vous ne pouvez pas parler de lui. C'est pour ça que vous avez une fixation sur sa personnalité. C'est lui qui essaye de s'aimer la cacophonie. Il essaie de s'aimer la cacophonie. Je conclue sur le sujet. Pour dire que je pense qu'il y a des personnes qu'on doit complètement exclure du processus de réconciliation parce qu'elles ont contribué au pourrissement de la situation. Je suis contre les pompiers pyromanes. Il a beau être ministre de la République, mais ce n'est pas le seul ministre contre la République. Même une personnalité indépendante peut être mise à la tête d'un comité comme celui-là. Il y a des personnalités dans la société civile qui ont une certaine aura, une certaine épaisseur qu'on peut utiliser pour gérer des situations comme celle-là. Le seul fait qu'il soit contesté, le seul fait que nous soyons en train de débattre sur la désignation du ministre Atangandji démontre à suffire par vous, démontre à suffire par les autres. Le seul fait que nous soyons en train de débattre sur sa désignation est la manifestation de ce qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut que les solutions soient apportées. J'ai le sentiment que nous ne vivons pas dans le même pays. Non, vous êtes dans votre bulle. C'est vous. Vous êtes dans votre bulle. C'est vous qui avez un problème. Je l'ai indiqué. Duval. Emmanuel, vous ne permettez pas. Non, je ne peux pas tolérer que. Non, je ne peux pas tolérer. Justement, il faut tolérer parce que c'est. Vous n'êtes pas mon objecteur de conscience. Alors, et au-delà de tout cela, vous comprenez, il y a également un problème éthique qui se pose dans le cadre de la gestion de tels fonds. Nous connaissons ce qui s'est passé en 1994, où il y avait des mallettes entre Paris et New York. Nous avons des problèmes. C'est pourquoi des personnes à qui sont confiées des missions comme celle-là doivent être au-dessus de tout soupçon. Malheureusement, c'est un autre problème que nous avons. Et en plus, l'appel à la solidarité nationale.
c'est également une manifestation, j'ai envie de le penser, d'une certaine faillite, parce que c'est les questions que lesquelles l'État doit manifester de plus fort son pouvoir régalien. Mais si on en est, on peut accepter qu'une organisation privée ou publique autre que l'État, je ne sais pas, le SIF, que les associations décident de pouvoir faire des collectes. Mais je pense qu'il n'appartient pas à l'État d'inciter les gens à la solidarité. Parce que c'est ce qui doit être spontané. Nous avons spontanément également fait les collectes. Donc, je dis que je fais partie de ceux qui ont contribué. Mais seulement, je dis que ce n'est pas le rôle de l'État. Je dis non. Maître, ça n'a jamais été spontané parce que vous êtes réunis. Charles prend la parole. Oui, Duval. Charles, sur cette question-là, il y a deux aspects qui, pour pas mal de personnes, représentent de sérieuses appréhensions. D'abord, sur le casting, Maître Ngouana l'a suffisamment indiqué. Et je voudrais rappeler ici l'article de Aurore Plus cette semaine qui a zoomé là-dessus en indiquant justement que le ministre Atangandi, ayant quelques soucis, je vais dire quelques attitudes d'indélicatesse avec la gestion de fonds, je parle d'Aurore Plus, de cette semaine, a notamment souligné le cas de la gestion d'un dossier au sein de la Cameroun Postal Services, en indiquant que de ce point de vue-là, il était complètement disqualifié pour gérer ces fonds-là. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui est évoqué par Maître Ngouana en filigrane, c'est est-ce que, et c'est encore Aurore Plus qu'il évoque dans son journal cette semaine, est-ce qu'il ne fallait pas penser à mettre en place une structure autonome qui pourrait, je vais dire, gérer ces fonds-là et contrôler les mouvements financiers de manière à rendre compte de façon claire, de façon transparente aux populations et éviter justement de tomber dans les travers qu'on a observé dans les cas précédents. Maître Ngouana parlait tout à l'heure de la catastrophe du NAC en 1986 ou encore par exemple le cœur en 1994 à la veille de la Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, Duval, mais cette question est vraiment très importante. Permettez-moi quand même de dire à mon cher aîné du SDF qu'il est un avocat et que la sacro-sainte Maxime Cheret, c'est la présomption d'innocence. En attendant qu'Atangandi soit condamné pour les actes qui lui sont reprochés, pour le moment, il joue de la confiance de celui qui le nomme. Oui, c'est Aurore Plus qui l'a dit. Laissez-moi continuer. C'est Aurore Plus. Oui, c'est Aurore Plus qui le dit et il en a brillé dessus. Je voudrais dire ici qu'il y a un GIC à Yabassi qui réclame 495 millions de francs CFA à Joshorchi. Il aurait signé une convention avec eux depuis pour leur fournir du poisson. Vous avez de 100 tonnes par an, jusqu'aujourd'hui les gars réclament ça là-bas. Le dossier. Donc, je voudrais, non, la question qu'on évoque ici, je veux c'est le plan humanitaire Duval, j'y arrive. Avec le président. Je voudrais donc dire à ceux qui passent. Je voudrais donc dire à ceux qui passent le temps. Non, on va aller dans tous les sens. Je voudrais donc dire à ceux qui passent le temps à donner les leçons. C'est un prestidigitateur. C'est votre problème. C'est votre point de vue. C'est un prestidigitateur. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Je voudrais dire à ceux qui donnent les leçons de morale aux uns aux autres que nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans un. Il a dit un truc de très grave tout à l'heure. Quel est donc le rôle fondamental d'un État? Moi qui ai fait Maria Goretti, moi qui ai fait le collège sur la on m'a appris que l'État, c'est donc le rôle de l'État. Vous n'avez pas d'appréhension sur la gestion de ces fonds? J'y arrive. Oui, mais on n'a pas toute la journée. Le rôle de l'État, c'est justement apporter du réconfort moral, matériel, financier à ces populations. Maintenant, pour la gestion des fonds, vous n'avez pas eu le casting des hommes. On continue à vous dire que dans ce comité ad hoc, c'est un gouvernement, c'est une commission interministérielle où tous les ministères qui sont en étroite collaboration avec les populations sont concernés. La santé, la défense, la DGSN, l'éducation de base, l'éducation secondaire, enseignement secondaire. Et au-dessus, il y a la direction de la protection. Il n'y a pas encore tout ça. Au-dessus de ça, on a la direction de la protection civile. Maintenant, bémol ou un plus, c'est que celui qui est en charge de l'administration territoriale au Cameroun est originaire de l'une des régions concernées. Ces péripéties au niveau de cette région-là, dans ses engagements politiques, lui font avoir des ennemis et des amis. Mais nous, on ne regarde pas ça, on regarde l'utilité de l'homme qui doit servir l'État du Cameroun et les populations. Jugeons Atangandi au lendemain de ce processus. Okay. On verra ce qu'on dit. De deux, vous avez parlé du structure autonome. Ouais. L'État est dans son rôle. Et je tiens à rappeler ici que ce plan d'assistance est normalement débloqué. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous estimez que quand Paul Biya signe le décret mettant en place ce plan, vous posez déjà les questions en décidant, non, c'est une question rhétorique, s'il vous plaît. Okay. Écoutez-moi. Laissez-moi finir. Est-ce que vous pensez que Paul Biya, en signant ce décret, mettant en place, en demandant de débloquer 12 milliards, presque demi de francs CFA,
l'État du Cameroun n'a pas cet argent pour le faire. Non, c'est qui tend la main à ce qui est essentiel au Camerounais à solidarité. N'oubliez pas que beaucoup de Camerounais sont déplacés de ces régions-là pour venir vivre à Douala, à Tchang, à Banga, à Yaoundé. Et depuis ma bosse, certains d'entre nous ont modifié leurs habitudes de consommation parce qu'ils ont accueilli leurs frères et sœurs qui venaient de ces zones-là. Maintenant que c'est institué au niveau national, pourquoi ça pose problème? Pourquoi le SIF le fait et quand Biya décide de le faire au niveau national, ça pose problème? Non! C'est ça le problème du Val, le choix des contradicteurs. Parce que d'un côté, on veut voir celui qu'on aime à la tête d'une commission pour devenir Camerounais. De l'autre côté, on ne veut pas voir Duval parce que Duval ne me plaît pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Attendant, je peux bien être le président de cette commission. J'ai déjà donné ce que j'ai à donner. J'attends de juger après. C'est de ça qu'il s'agit. Edmond Kangia, il a évoqué un aspect qui est important et sur lequel il faut peut-être zoomer. C'est sur la question, la capacité de l'État à mobiliser ces 12 milliards 700 millions de francs CFA. Tout à fait. Dans un article de Mutation cette semaine, signé par Georges-Alain Bouillon, il indiquait que il faisait observer que le Cameroun, à ce moment, est sous programme économique et financier avec le FMI. D'un. De deux, qu'il y a les dépenses qu'exigent les menaces sécuritaires, notamment avec Boko Haram et les autres. Et trois, il y a les dépenses liées aux consultations électorales en cette année 2018. Tout à fait. Est-ce que tous ces éléments-là et toutes ces dépenses dans lesquelles l'État est engagé n'amènent pas à interroger sa capacité à mobiliser effectivement cet argent pour la réussite de ce plan humanitaire d'assistance? Effectivement, l'argumentaire de mon confrère de Mutation est fondé. Elle est bâtie sur des faits. Effectivement, le Cameroun est dans une situation très difficile. Vous savez très bien qu'on a en ce moment, enfin depuis quelque temps, des relations assez étroites avec le FMI. Et des relations qui nous amènent à être plus rigoureux au niveau de nos finances publiques. On comprend bien, je peux comprendre que l'État puisse amener les populations à s'investir dans la solidarité nationale. Sauf que la solidarité nationale, on ne la décrète pas. C'est un élan de cœur. Et je voudrais ici dire que si je peux comprendre le souci de l'État de faire participer l'ensemble des citoyens à cet élan de cœur pour nos frères et sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont déplacés internes ou externes, j'ai du mal à accepter que l'on puisse, dans une telle opération, procéder comme on le voit dans les médias. C'est-à-dire des levées de fonds, on le voit, sont médiatisés, on dépose de l'argent. Et puis, le plus grave, ce n'est même pas le spectacle, que je trouve un peu hideux. Le plus grave, c'est au niveau du principe. Vous savez, c'est au moins la troisième du genre en termes d'opération humanitaire. Enfin, humanitaire entre guillemets. Moi, je préfère l'expression coup de cœur. On a eu une première en 1994 pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Les enfants, juste, les Camerounais ont cotisé de l'argent jusqu'au plus petit de la maternelle. C'était un élan de cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de bilan. On ne sait pas combien exactement ont été cotisés, combien ont été utilisés, s'il en reste quelque chose. Tout ce que l'on retient, c'est une allégorie. J'allais dire c'est une boutade. L'argent serait resté, selon un ancien ministre de la Communication de l'époque, entre Paris et New York. Voilà ce qu'on retient de 1994. La deuxième opération, c'est celle de la lutte contre Boko Haram. Je préfère la guerre contre Boko Haram, pour utiliser les termes utilisés par le chef de l'État en mai. Une opération 2014. Qui a mobilisé près de 2,5 milliards de francs CFA. Ce sont les chiffres donnés par le confrère Cameroun Privé cette semaine. Oui, plus de 2 milliards. Il faut que l'on explique le mécanisme qui a permis d'avoir les 2 milliards et que l'on sache combien ont été payés par qui. Parce qu'il y avait des contributions de personnel, des ministres, des personnels officiels. Non, il faut le rendre public. Il faut le rendre public. Voici l'occasion encore de le rendre public. Expliquez ce chiffre, s'il est exact. Et vous savez pourquoi on peut contester ces chiffres? Parce qu'on n'a pas associé des personnalités indépendantes à cette opération. Tout simplement. Non, cela m'amène justement à la dernière opération. Cette opération, si justifiée soit-elle, j'ai dit Boko Haram, même le chiffre 2,5 milliards, moi, je n'ai pas vocation à contester le chiffre, mais je dis, elle est contestable à partir du moment où on n'a pas associé des personnalités de la société civile, des personnalités indépendantes, où il n'y a pas eu une commission indépendante
qui sont des s'assurer de la crédibilité, de la fiabilité. Je ne dis pas qu'il y a des personnes parfaites. Vous ne faites pas confiance à vos ministres. Aujourd'hui, on a une... Ils sont en prison. Écoutez, ils sont nombreux en prison. Vous ne faites pas confiance à nos ministres. Mais la raison, c'est qu'il n'est pas sur le plan éthique, nos ministres sont des catastrophes. Vous parlez de quoi? C'est pour cela que je dis, combien en prison? associons, créons des commissions. L'État est libre d'avoir des commissions, des opérations de ce type. Mais pour que les gens ne passent pas tout leur temps toujours à critiquer ou à contester, associer d'autres personnalités. Associer des personnalités à la société civile. Demander aux partis politiques de proposer des personnes. Et comme ça, les chiffres seront moins contestés et moins contestables. Ça, c'est sur le principe. Ça, c'est sur le principe. De croire les chiffres par rapport aux gens que vous voulez. Emmanuel, permettons, s'il vous plaît, permettons, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous allez répondre. Je voudrais qu'on permette à Charles Lisan de conclure parce que il va être remplacé sur le plateau par Banda Tatan qui nous vient de Bamenda et qui pourrait peut-être nous apporter quelques informations fraîches sur le terrain par rapport à la situation sécuritaire dans cette région-là. On va permettre donc à Charles Lili peut-être de conclure. Charles, je voudrais qu'on conclue sur les précautions qui, de votre point de vue, peuvent être prises pour que cette opération soit menée dans les règles de l'art et qu'on ne retombe pas dans les travers des opérations précédentes, tel qu'évoqué par les panélistes sur ce plateau. Ce que j'ai suivi de la communication du Premier ministre et ce que j'ai suivi le lendemain à Yaoundé, lorsque les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'asseyaient pour cotiser les 236 millions qu'ils ont rapportés de plus, c'est que cette commission est ouverte à tous les Camerounais de bonne volonté. On n'interdit à aucun Camerounais de s'y greffer et d'y apporter son expertise. Tout comme la Commission nationale de multiculturalisme est ouverte à tous les Camerounais. Mais il y a une structure centrale légale qui a été mise en place par le premier des Camerounais. Et maintenant, tout le monde peut y participer. Il n'est pas interdit à M. Enonganga d'y aller, de demander des informations et de venir nous nourrir, nous, le peuple. Est-ce qu'on lui a refusé cela pour qu'il vienne se plaindre? Non, je ne pense pas. Tous les journalistes qui veulent les informations concernant toutes les opérations qui ont cours ont les informations à temps nécessaire. La deuxième chose, c'est que je voudrais dire aux Camerounais, regardant dans les yeux, arrêtons de nous alarmer à la au moindre rapport du FMI. C'est le FMI qui nous a donné 4,5% de taux de croissance. Ça mélange lui-même dans ses pinceaux. Je tiens à dire aux Camerounais que 12 milliards de francs CFA pour débloquer par l'État du Cameroun, il ne faudrait pas qu'on nous alarme. Non, c'est petit pour l'État du Cameroun par rapport à ce qui y est. 1500 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2017. Aujourd'hui, on a demandé, aujourd'hui nous sommes appelés de 300 milliards de récoltés par la douane camerounaise. Il y a une embellie financière au niveau du tissu industriel camerounais. Vraiment 12 milliards de francs CFA. C'est un économiste qui parle. 12 milliards de francs CFA pour le Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on nous amène le Cameroun à cette histoire où, parce que il s'agit d'un élan de cœur. Autrement dit, lorsque le gouvernement a lancé cette opération, c'est pour qu'il y ait une espèce de communion nationale. Tout à fait. Et ce qui est fait, comme je l'ai dit, ce qui est fait de manière informelle. Chacun de nous ici a accueilli plus ou moins quelqu'un venant de cette zone-là chez lui. Le SDF s'est réuni pour aider ses frères et sœurs du Nord-Ouest. Aujourd'hui, c'est au niveau national qu'on le fait. Donc, c'est pour dire que le président de la République veut communier avec tous les Camerounais et veut que tous les Camerounais et leurs amis, les amis du Cameroun, c'est-à-dire les partenaires internationaux, les ONG qui veulent bien s'associer à l'affaire pour qu'on vienne en aide à la population déplacée en interne. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas politique, c'est humain. Merci Charles Élise d'être venu sur ce plateau. Vous allez donc être remplacé sur le panel par Banda Tatan. Bon, permettez-moi de dire à Maître qui se prépare franchement pour la campagne. Ça ne va pas de la rigolade. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Emmanuel Tangana, sur cette question-là. Et là, lorsqu'on a écouté le chef du gouvernement, on doit mobiliser des forces internes, avec notamment, je vais dire sur le plan national, les appels comme ça a déjà commencé à être faits. On a vu à l'hôtel de ville de Yaoundé cette semaine, il y a en une demi-journée 236 millions de francs CFA qui ont été versés. Et l'Œil du Sahel, qui est un journal, il fallait dire régional, a bien indiqué qu'il y a également les élites du Septentrion qui ont mobilisé déjà 18 millions de francs CFA dans le cadre de cette opération. Maintenant, je ne sais pas si est-ce que vous partagez l'inquiétude ou l'appréhension de notre confrère Mutation qui a semblé indiquer qu'il sera difficile de convaincre les partenaires internationaux qui, eux, pensent que le Cameroun n'a pas mobilisé toutes les solutions adéquates à la crise anglophone pour venir maintenant solliciter cette solidarité-là. Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là, selon laquelle, effectivement, on va avoir du mal à convaincre les bailleurs de fonds internationaux à apporter leur soutien? Duval, je vous réponds à cette question en vous invitant de relire
3 ou 4 fois la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement. L'aspect financement, on dit bien, permettez que je mette mes lunettes pour bien lire, le finance. Cette contribution est supportée par le budget de l'État du Cameroun. Pas tout, c'est pas tout. Écoutez, non, c'est pas tout. Il y a par le budget de l'État du Cameroun, les partenaires internationaux et la solidarité nationale. Voilà, donc il y a 3 aspects. Écoutez donc, si le président de la République a donné un chiffre exact, 12 milliards 700 millions, vous croyez que on a demandé aux Camerounais de donner exactement 12 milliards? Ça veut dire que le budget de l'État peut supporter les 12 milliards. Maintenant, les contributions des Camerounais peuvent venir en appoint comme les contributions des partenaires internationaux. Il n'y a pas d'appréhension à avoir par rapport aux accords que le Cameroun a signés avec le FMI. C'est inscrit dans le budget de l'État à l'entame de ce échange. Je vous ai dit que le président de la République a des rapports qui viennent depuis 2006. On n'a pas attendu mercredi dernier pour mettre en œuvre ce plan d'urgence humanitaire spécial. Alors, on reçoit sur ce plateau Banda Tatan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, merci d'avoir fait le déplacement. Vous êtes venu de Bamenda, vous participez à cette émission. Alors, dites-moi, au moment où vous partez de Bamenda, quelle est la situation? Calme, précaire. Calme et précaire. Oui. C'est-à-dire calme, précaire parce que nous ne pouvons pas anticiper la prochaine minute. Et à tout moment, quelque chose peut arriver. Alors quand vous dites quelque chose, c'est quoi? Vous pensez à quoi? Aux enlèvements, à ces violences meurtrières et tout ça? Je ne suis pas, disons, en mesure de le dire. Mais quand même, j'ai vécu une scène vendredi. On était dans nos travaux habituels et subitement, on a eu les chocs partout dans la vie et c'était sporadique. Au même temps à Bamboui, au même temps à Maïfo, au même temps à Foncha Junction, tout ça. Donc, personne n'a prévu ça, mais on a quand même vu ce qui s'est passé. Donc, nous vivons en beaucoup de prières, je veux dire, parce que nous prions que quelque chose ne puisse nous arriver dans certaines circonstances. Alors, vous avez entendu parler de ce plan humanitaire, tout à fait. Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence lancé par le premier chef du gouvernement. Tout à fait. Vous, en tant que résident de Bamenda, comment vous avez perçu cela? J'ai apprécié quand même ce que l'État a fait. C'est lent et c'est tard, mais c'est quand même quelque chose. Oui, mais avant d'y arriver, je vous prie que je retourne à certains faits parce qu'il faut qu'on éclaire certaines choses que j'ai soulevé tout à l'heure. La personne que j'ai pris sa place, Charles, oui, il nous a dit quelque chose que l'État ne veut pas discuter. L'État ne peut pas discuter avec les sécessionnistes et les terroristes. Mais il faut qu'on définisse qui est sécessionniste et qui est vraiment terroriste. Mais maintenant, on veut maintenant aider qui? Si on continue ces genres de langage, c'est terrible. Et il faut savoir, ça a commencé d'abord avec un problème de corps. Maître et enseignant et avocat. Comment l'État a répondu? L'État a répressé les maîtres et les avocats en même temps. Et les maîtres et les avocats, avec la société civile, ils ont maintenant développé autre chose. Nous voulons maintenant le fédéralisme. Qu'est-ce que l'État a dit? On ne peut pas discuter sur le fond de l'État. C'est terrible. Et l'État, en même temps, en répressant et en enlevant arrêtant certains gens, en même temps, a proposé unilatéralement la décentralisation. Wiba a dit tout dernièrement à l'Assemblée nationale qu'il fut un temps que nous allons plaidoyer pour le fédéralisme et ces gens ne vont pas vouloir ce fédéralisme. Nous y sommes parce que on a commandé le SIF et certains gens ont dit allons au fédéralisme. Les gens ont refusé. Maintenant ils ont dit ok, comme vous ne voulez pas le fédéralisme,
nous n'en sommes plus là. Oui, oui. Mais il y a eu dans le rapport Moussonguet qui a été rendu public il y a quelque temps, l'institution du fédéralisme faisait partie des propositions qui ont été faites. On a entendu entre autres parler de l'amnistie générale pour toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette crise-là ou qui sont en exil à l'étranger. On a également parlé de l'abolition de la loi ou de l'abrogation de la loi antiterroriste, entre autres. Vous qui êtes habitant de Bamenda, lorsqu'on parle de ce plan d'urgence humanitaire, vous attendez quoi de façon concrète? Vous attendez que ça vous apporte quoi? Nous attendons, on dit, les preuves tangibles, les preuves palpables. Et certains panélistes en ont déjà dit. On ne peut pas parler des plans humanitaires en pleine guerre. Parce que je vous ai raconté tout à l'heure, quelque chose s'est passé vendredi. Et samedi, je vous dis, tout le monde va nous dire, c'est un camp précaire, n'est-ce pas? Et on ne peut pas... Mais Banda Tanta, en même temps, il y a quand même des gens qui vivent, qui dorment à la belle étoile, qui ont besoin d'eau, d'électricité, qui ont besoin d'être soignés. En même temps, on ne peut pas les abandonner. Mais Duval, avec beaucoup de respect pour vous tous et vous, en tant qu'être humain, on ne peut pas en même temps vouloir aider les gens et en même temps les torturer. Donc, on te donne quelque chose et on retire par une autre manière. Il faut quand même un camp, disons peut-être à 5 sur 10 ou à 6 sur 10 avant d'implémenter ces choses. Alors, selon vous, ce calme est à quel pourcentage maintenant? Je ne peux pas, j'habite dans le coin de Bamenda, donc je ne peux pas aussi apprécier. Vous dire, apprécier. Mais vous savez que ce n'est pas 6 sur 10. Ce n'est même pas 5 sur 10. Ce n'est pas 5 sur 10. Alors, Edmond Kamga, c'est vrai que ça ne devait pas faire rire. Mais sur cette question-là, on est en train de sortir de l'émission. Je repose la question que j'ai posée aux autres tout à l'heure. Ouais. Quels sont de votre point de vue les mécanismes qu'il faut mettre en place, les précautions, les garde-fous qu'il faut prendre pour éviter que on se retrouve dans une autre opération foireuse de solidarité nationale, pour reprendre le terme employé par Aurore Plus cette semaine? Bon, d'abord, j'aurais aimé que l'on terminât avec le dialogue national avant d'aborder la question du plan d'urgence humanitaire. Ça, c'est un premier point. Oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait des populations qui sont en difficulté là? L'État peut manager ça autrement, sans forcément passer par... ça peut se gérer autrement. Et pas forcément l'État en tant que tel. L'État déléguant les institutions de la société civile pour ce faire. Ça peut se gérer. L'État peut travailler avec la Croix-Rouge, avec les organisations de la société civile pour aider pendant la guerre les populations qui souffrent, qui sont déplacées. Parce qu'il s'agit de là c'est des questions d'alimentation, d'hygiène, de salubrité, de survie. Mais le gros, c'est-à-dire le gros, pour utiliser un terme technique, le gros œuvre, donc pour les gens du bâtiment, l'essentiel du travail, c'est après la guerre. C'est après la guerre qu'il faut. C'est après la guerre. Donc, maintenant, ce que vous me demandez de dire en termes d'articulation. Vous avez une date de la fin de cette guerre pour attendre la fin de la guerre? La guerre peut s'arrêter demain. La guerre peut s'arrêter demain. Vous savez, j'ai dit la guerre peut s'arrêter demain. Tout à fait. Vous savez, j'ai dit la guerre peut s'arrêter demain. Il suffit de quoi? Que le chef de l'État, par exemple, descende à Bamenda, descende à Boya, puis s'adresse à la nation et demande à ceux qui assassinent les gendarmes, les forces de sécurité, je vous prie de déposer les armes. Terminons là-dessus. Parlons justement. Non, il n'a pas fait sous cette forme. Il l'a déjà demandé. Et pendant ce temps, il appelle au cessez-le-feu. Il ne l'a pas encore fait. Il faut appeler au cessez-le-feu. Okay. Et au même moment que les forces gouvernementales se comportent dans les régions concernées comme des forces qui protègent les populations. Absolument. Et non pas comme des forces qui répriment les populations. C'est psychologique, je tiens à le dire, c'est très important. Ta question demeure. Comment faire? Comment encadrer? Je dis aujourd'hui, pour la commission, pour la structure qui a été mise en place, il faut l'élargir à la société civile et éventuellement aux partis politiques. Il faut que ce soit une structure nationale. Il faut l'élargir aux autorités traditionnelles, aux autorités morales. Principalement aux autorités morales. Je pense aux responsables des confessions religieuses. Parce que de ce côté-là, la caution morale des autorités morales est importante pour la fiabilité d'un travail qui se fait en commission, et notamment quand ça concerne l'humanitaire. Parce que ce sont eux qui savent le mieux apprécier quand les populations souffrent. Ok. Mais Maître Ngouana, il y a un élément évoqué tout à l'heure par Edmond Kamga,
dans la recherche des solutions pour une meilleure gestion de ce fonds de solidarité nationale, si on peut l'appeler ainsi. Et il a semblé indiquer que le préalable à la mise en place efficiente de ce plan d'urgence, c'est par exemple la descente sur le terrain du président de la République pour parler aux populations. Et ça a souvent été évoqué. Je voulais rappeler qu'il y a eu des cas de catastrophe. On a eu effectivement le président descendre. On se souvient qu'en septembre 2012, avec les inondations dans l'extrême nord, qui ont fait 6500 personnes déplacées et presque 27 000 abris. On a vu le président de la République aller à Maga. En 98, avec la catastrophe d'un SAM, on a vu le président de la République se mouvoir. En 95, avec le crash de la Camer, le président de la République était là. En avril 86, au lac Nyos, le chef d'État était sur le terrain. Mais qu'est-ce qui peut justifier? Bon, je ne veux pas revenir sur le cas de 1948 avec le collège monté, la bousculade qu'on a observée. Mais pourquoi dans ce cas-ci, depuis qu'il y a cet appel au président de la République de bouger, il ne bouge pas? Je pense que le président de la République, avec le temps, a cultivé ce que j'ai appelé tout à l'heure le complexe de Dieu. Il est tellement éloigné de ses populations qu'il trouve que c'est se rabaisser. C'est l'impression qu'on a. Qu'il trouve que c'est se rabaisser que d'aller discuter avec de simples citoyens. On a malheureusement l'habitude, on a malheureusement le sentiment qu'il y a une forme d'arrogance chez Monsieur le Président. Mais il faut également dire, et ce n'est un secret pour personne, qu'il y a également le poids de l'âge. Notre président de la République aujourd'hui aura bientôt 86 ans. Et quelle que soit votre constitution physique, quelle que soit les constitutions naturelles, physiologiques, biologiques, quoi que ce soit, c'est un âge où on ne peut plus véritablement se mouvoir comme on veut. Je vous ai donné rendez-vous dans 20 ans. Comme on veut. C'est pas un argument. Comme on veut. Donc, j'estime que le président de la République est très éloigné de nos réalités quotidiennes et qu'il y a une forme d'arrogance qui le caractérise. Parce qu'il faut le dire, vous-même qui êtes de la presse, rarement vous avez l'occasion de pouvoir lui tendre un micro. Mais il le fait avec beaucoup plus d'aisance lorsqu'il est en dehors de nos frontières. C'est pour vous dire, je pense qu'il y a un type de sentiment de supériorité ou bien de mépris qu'on a pour notre peuple, qu'on semble avoir pour les autres. Donc, c'est un sentiment qui m'habite. Et ayant dit cela, je voudrais quand même préciser que nous, au SDF, nous avons lancé un coup de cœur. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons fait des contributions. Nous avons de la peine à pouvoir permettre que les denrées et autres collectées et autres puissent être acheminées auprès des populations cibles. Et nous ne bénéficions malheureusement pas de l'aide de la République du Cameroun pour pouvoir faciliter le processus en question. Peut-être que le plan que le Premier ministre vient de lancer devrait phagocyter votre plan aussi. Non, voyez-vous, nous ne sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés à travailler avec qui que ce soit, surtout que c'est l'intérêt national qui doit prévaloir et cela doit être fait au-delà des chapelles partisanes parce que c'est un problème qui concerne tous les Camerounais. Donc vous êtes au SDF à fondre votre aide dans celle... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne le dis pas. Ce qu'il faut seulement, il faut regretter. Ce qu'il faut regretter, que des calculs politiciens soient greffés à la volonté d'apporter de l'aide à nos compatriotes en détresse. Parce que lorsque nous faisons des contributions comme celle-là, c'est spontanément que le gouvernement devrait nous accompagner dans l'idée. J'ai envie de dire qu'ils sont venus nous trouver. Ils sont venus trouver une opération que nous avons déjà menée. Et il vaut mieux nous aider à parachever la nôtre, même si par extraordinaire, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, la demande a été faite. L'honorable Ntoumazan, député à l'Assemblée nationale, a soulevé la question dont il s'agit devant le ministre de la Défense. Je le dis, il l'a fait, et la question a été bottée de manière diplomatique. Je le dis, ce sont des faits qui sont avérés, qui sont vérifiables. Donc, nous sommes un parti républicain, et lorsque le SDF mène une activité comme celle-là, elle se rassure que tous les canons sont respectés pour que les personnes les délégations ne puissent pas souffrir de quelque affre que ce soit. Ok. Emmanuel Dangana, on est en train de sortir de l'émission. Je reviens sur la question de la communication. Vous êtes enseignant de journalisme et vous êtes journaliste également. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la communication autour de ce projet? Vous avez indiqué tout à l'heure que vous n'êtes pas d'accord avec le quotidien Le Jour,
qui a titré que chaque fonctionnaire devra cotiser 50 000 francs CFA. Et également le journal Mutation qui a donné un certain nombre de chiffres en indiquant que ce sont les montants minimums des contributions qui sont exigées aux différentes personnalités. Est-ce qu'il n'y a pas à travailler sur la communication autour de ce projet pour qu'il aboutisse de façon, je vais dire, de façon efficiente? Duval, je vous fais donc, je sais que vous l'avez, je vous fais donc de la communication du Premier ministre chef du gouvernement. Je lis, c'est pour ça que j'ai remis mes lunettes. Les dons sont volontaires. Les dons sont volontaires. Si les confrères ont pris sur eux, en fonction peut-être de leur ligne éditoriale, d'indiquer que les fonctionnaires sont obligés de contribuer, je crois que c'est de la mauvaise information, c'est même de la manipulation. Les dons sont volontaires et l'objectif stratégique du plan d'urgence du président de la République, l'objectif stratégique, c'est d'amener les Camerounais à exprimer leur solidarité de façon volontaire et de l'exprimer en manifestant ce que le président de la République a appelé le vivre ensemble. C'est écrit noir sur blanc. Dans ce plan-là, lorsqu'on parcourt le budget, on voit qu'il y a 30 millions de francs CFA qui ont été affectés à la communication. Pour vous, c'est suffisant? Oui, je crois que c'est suffisant. 30 millions. Oui, c'est suffisant. Pour une campagne qui va durer 18 mois? Oui, c'est suffisant. 30 millions, c'est largement suffisant pour ce que le Premier ministre a fait. Il y a 10 régions. Écoutez, ce que le PM a fait mercredi et jeudi, c'est déjà largement suffisant. Tous les Camerounais sont déjà au courant que le président de la République a lancé un plan d'urgence, un plan humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du nord-ouest et du sud. Vous êtes fonctionnaire, je crois, à Banda Tatan. Oui. Vous allez donner les 50 000 francs CFA? Pour le moment, on ne connaît pas comment ça va se dérouler, pour l'instant. Et j'aimerais dire que le vivre ensemble, comme Edmond a dit tout à l'heure, ne se décrète pas. Et tout à l'heure, la dernière fois, Equinox a bien montré comme on érigeait un bâtiment, un monument du Oumniobe ici. Et les ressortissants, chefs des Douala, ont dit, nous ne voulons plus de ça. Et quand on dit ces genres de propos, pourquoi le nord-ouest et le sud-ouest font aussi des problèmes quand il y a tellement de haine dans la nation? Et si vraiment nous voulons aider les gens de manière humanitaire, il faut que, pour que ça ne soit pas ambulant, n'est-ce pas? Il faut que ça soit très volontaire. Et dans un état que si on en tient aux journaux, comme la nouvelle expression ou mutation, qui nous aide beaucoup à éclairer certaines choses, c'est terrible et dangereux pour un État d'avoir assez au salaire des fonctionnaires. Et c'est terrible que ça soit obligé. Non, j'ai dit si on en tient. S'il vous plaît, monsieur Emmanuel, j'ai dit si on en tient. Non, le Premier ministre a dit que ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. J'ai dit si on en tient. Il faut qu'on se méfie. Monsieur Duval, il faut qu'on se méfie. C'est volontaire. Ok. Je veux vous rappeler à la fin, si ce n'est pas le cas. Mais il faut qu'on se méfie. Il faut qu'on se méfie parce qu'on n'a pas donné les comptes de Boko Haram. Et on n'est pas sûr que ces comptes seront donnés et ça va vraiment acheminer aux peuples qui sont souffrants au nord-ouest. Parce qu'il ne faut plus que ça soit une manière d'enrichir certains gens. Très bien. Je voulais rappeler, puisque vous avez parlé des objectifs fixés, que le Premier ministre a bien indiqué dans le document que Emmanuel se propose de me donner. Oui, je veux qu'il s'agit du... Qu'il s'agit... Vous verrez très bien que je l'ai. Les objectifs fixés, c'est le rétablissement d'un cadre de vie propice à l'épanouissement des communautés affectées, leur réinsertion socio-économique et bien sûr la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble tel qu'il fallait commencer. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On sort de l'émission. Edmond Kamguin, infiniment merci d'être venu une fois de plus ce dimanche. Tout à fait. Merci à Emmanuel Atangana d'avoir fait le déplacement pour participer à cette autre livraison de droit des réponses. Merci à vous, Banda Tatan, d'être venu à Bamenda. Et bon retour. Merci aussi. Vous n'avez pas eu de problème à arriver, hein, malgré les multiples contrôles. Pas du tout. Et nous espérons que l'approche gouvernementale et militaire va changer. D'accord. Maître Moustapha Ngwana, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui suis honoré. Merci, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Au revoir.